Au lendemain du deuxième tour des législatives françaises, le bouleversement du paysage politique français semble en marche. Mais il y a un mais. Les professionnels de la politique, tous bords confondus, vont-ils pour autant disparaître du Palais Bourbon? On en parle avec nos deux invités. Le journaliste Jean-Baptiste Forêt, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre La République des apparatchiks, enquête sur les meilleurs agents du système. C'est aux éditions Fayard. Avec nous également ce soir Marie-Françoise Clergeau. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée sortante, ancienne questrice de l'Assemblée nationale que vous connaissez parfaitement, députée sortante de Loire-Atlantique. Et vous publiez Libérer Marianne chez Le Mieux éditeur avec deux autres députés, Denise Cacheux et Marie-Lise Lebranchu. Donc on commence d'ailleurs avec vous. Vous faites partie seulement des 3 premières questrices sur les 125 questeurs qui se sont succédés dans l'histoire du Palais Bourbon. On a envie de vous dire 224 femmes élues députées. Ça y est, Marianne est libérée? Non, pas vraiment encore. D'ailleurs, on dit questeur et non pas questrice, mais c'est pas grave. On féminise en mettant. Mais ceci étant, effectivement, nous avons souhaité avec Denise Cacheux et puis Maryse Lebranchu témoigner de l'expérience politique que l'on avait et de démontrer que n'importe quelle femme qui a des engagements réels dans la vie, qui a participé à la vie du pays, soit au niveau associatif, au niveau investissement politique, peut arriver dans un des postes les plus honorables de l'Assemblée nationale, questeur. Et effectivement, de tout temps, il n'y a eu que 3 femmes. Nous sommes les 3 seules femmes à ce jour questeur à l'Assemblée nationale, et il n'y a toujours aucune femme questeur au Sénat. Donc il y a encore du travail à faire, mais je crois que c'est un des signes de l'avancée de la parité. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle Assemblée qui se dessine ? Eh bien, écoutez, effectivement, il y a un très grand renouvellement qui se fait avec de très nombreuses femmes qui arrivent, puisque avant 97, il y avait 6% de femmes députées. En 97, quand je suis arrivée à l'Assemblée, on était passé à 10% de femmes avec une volonté forte de Lionel Jospin, qui était alors premier secrétaire du Parti socialiste, de faire en sorte qu'il y ait 30% de femmes candidates. Dernier mandat, nous étions 26%, 27% de femmes. Et aujourd'hui, 38% de femmes députées. Donc c'est vraiment une très belle avancée. On n'est pas encore rendu à la parité, mais on y approche. Et il faut que les femmes, maintenant, prennent toute leur place. Et ça va être l'enjeu des premiers jours de cette législature. C'est de prendre toute sa place parmi les hommes qui restent encore plus nombreux. Jean-Baptiste Forêt, vous n'allez pas vous plaindre de l'arrivée de beaucoup plus de femmes à l'Assemblée. Mais il me semble que vous mettez un bémol. En tout cas, si on lit votre livre, c'est comme ça qu'on l'interprète. En quoi ça ne suffit pas, la question de la parité et du genre? Ben, ça ne suffit pas dans le sens où la parité n'empêche pas la domination des professionnels de la profession politique. On l'a vu dans le dernier gouvernement de François Hollande. On avait 12 femmes de moins de 50 ans. Parmi ces 12 femmes, aucune n'avait une expérience durable, soit dans une administration, soit dans le privé. Donc elles étaient pour l'essentiel des anciennes assistantes parlementaires qui connaissaient parfaitement ce jeu politique. Il serait bon qu'il y ait aussi des femmes responsables d'associations, des femmes, par exemple, institutrices. Je songe à la grande vague de 1981. C'est la première fois depuis 1981 qu'on a un tel renouvellement à l'Assemblée nationale. Et en 1981, on avait beaucoup de profs. Alors il se trouve que c'était des hommes. On se souvient des enseignants barbus de juin 1981. Et j'ai tendance à établir la comparaison entre ces enseignants barbus et les députés de la vague Macron, dans le sens où c'était des militants qui, depuis 10 ans, militaient au cœur du parti d'Épinay. C'était des syndicalistes, ils connaissaient leurs classiques. Là, on a quand même un certain nombre de députés Macron qui ont été un peu des candidats Internet, qui ont fait 3 semaines de campagne et qui ont atterri à l'Assemblée nationale. On passe de 8 à 21 agriculteurs, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a également beaucoup de professions libérales, c'est vrai, mais est-ce que ça ne peut pas justement contrecarrer quelque peu le système que vous dénoncez dans ce livre ? Oui, bien sûr, mais enfin, les postes de responsabilité à l'Assemblée nationale seront sans doute tenus par un certain nombre de professionnels de la profession politique. C'est ce que nous avons voulu démontrer, nous, si vous voulez, dans notre livre, c'est justement d'expliquer que nous sommes des femmes ordinaires. Nous avons travaillé avant d'être élus, avant d'être députés. Je songeais à un homme, en fait, là. Comment ? En l'espèce, je songeais à un homme qui est député de votre département, mais qui démontre aussi, enfin, au-delà de la question de la parité, que les professionnels de la
politique garde une influence quand même à l'Assemblée nationale. On cite aujourd'hui avant tout François de Rugy pour présider l'Assemblée nationale. François de Rugy, c'est quelqu'un qui a été collaborateur parlementaire, puis député. Il a toujours baigné dans le bouillon parlementaire. Il connaît parfaitement les règles du jeu. Mais il faut quand même de l'expérience. Qui respecte pas toujours, bien placé pour le savoir en étant questeur. Oui, mais si vous voulez, effectivement, on trouve de tout, si vous voulez, au niveau des députés à l'Assemblée nationale, comme on trouve de tout dans l'ensemble du monde professionnel ou autre. Mais je crois qu'il était important de démontrer que des femmes, somme toute, avec un parcours ordinaire, une infirmière, assistante sociale, moi travaillant dans une banque, eh bien, nous avons réussi. Alors, des fois, c'est vrai, ça ne s'est pas fait non plus tout seul. Il a fallu se battre contre du machisme qui existe quand même tout le temps à l'Assemblée nationale, plus ou moins, du sexisme ordinaire, on va dire. Justement, c'est un poste très stratégique. Quel était le rôle, quel est d'ailleurs le rôle institutionnel du questeur? Est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots? Oui, bien sûr, oui. Les obstacles que vous avez subis en tant que femme. Oui, alors il y a 3 questeurs à l'Assemblée nationale qui sont élus par les groupes politiques. Il faut d'abord être élu député, on est bien d'accord. Il faut être élu député, et ensuite il y a 2 questeurs qui viennent du groupe majoritaire et un questeur du groupe de l'opposition. Et ces 3 députés questeurs gèrent l'Assemblée nationale, donc gèrent tout ce qui est administratif, financier, les locaux, le budget, les ressources humaines, tout ce qui concourt à la vie de cette enceinte. On va essayer de comprendre avec tous les deux maintenant. Comment expliquez-vous la bérésina du Parti socialiste et du Parti Les Républicains? Peut-être d'abord vous, Jean-Baptiste Forêt. Pourquoi cette déroute? Je crois qu'elle s'explique en partie par la domination des professionnels de la politique qui ont usé de méthodes qui ne conviennent plus à la population. Enfin, je songe à privilégier les centres de réflexion, par exemple, les fameux think tanks, plutôt que la discussion dans les... Notamment, mais je pense en particulier à quelqu'un comme Benoît Hamon. Benoît Hamon, il a mené une campagne très digne au moment de la primaire. On avait le sentiment qu'il s'était débarrassé de ses oripeaux d'apparatchiks, du MJS. Il était formé à l'école... à ce que François Mitterrand appelait l'école du vice, le mouvement des jeunes socialistes. Donc il était très très bon dans les manœuvres d'appareil. Et durant la primaire, il a su porter sur la place publique un certain nombre d'idées nouvelles, au premier chef desquelles, bien sûr, le revenu universel. Et juste après la primaire, il a retrouvé ses réflexes. C'est-à-dire qu'il allait négocier des circonscriptions très, très hypothétiques, on le voit aujourd'hui, avec les écolos. Le jour où Emmanuel Macron était élu, il annonçait déjà qu'il allait fonder un grand mouvement populaire au lendemain des législatives. Enfin, je demande à voir. Et voilà, c'est une conception de la politique qui, aujourd'hui, me paraît quand même un petit peu périmée. Moi, il serait bon qu'un certain nombre de professionnels de la politique prennent un petit peu le large pendant 5 ou 10 ans pour mieux... Marie-Françoise Clergeau, en tout cas, a décidé de ne pas se représenter et pour participer à ce renouvellement. Le Parti socialiste, selon vous, il a encore de l'avenir ? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a de l'avenir. Je crois qu'on a fortement payé le fait qu'on n'a pas su dire en 2012 dans quel état on avait véritablement trouvé la France. Donc, ça n'a pas été dit. Donc, ensuite, on n'a pas pu respecter le programme qu'on avait pris vis-à-vis des Français et ça n'a pas été compris. Et puis, il faut le dire, nous avons eu aussi de fortes dissensions entre nous et nous n'avons pas été audibles. Par contre, je voudrais juste dire qu'on parle beaucoup des professionnels de la politique, mais ce n'est pas la majorité des députés, hommes ou femmes, qui sont des professionnels de la politique. Donc, vous avez raison, vous parlez, vous, de certains types de personnes qui sont des professionnels de la politique. Et moi, je le déplore également parce que je pense qu'il faut faire très attention parce que la politique, ce n'est pas que des idées qu'on peut porter comme ça sur un plateau et les mettre en action. C'est aussi parce qu'on est inspiré du travail de ce qui se passe sur le terrain, qu'on entend ce que nous disent nos concitoyens, qu'on peut faire remonter les préoccupations au niveau national et voter des lois qui correspondent réellement à l'attente des Français. Donc, c'est tout ça sur quoi il faut réfléchir et nous avons un gros travail devant nous et j'espère que nous réussirons. Mais pour moi, le Parti socialiste n'est pas mort. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes députés EES qui font leur entrée à l'Assemblée nationale? Eh bien, moi, je leur dirais qu'il faut d'abord qu'elles restent elles-mêmes et en même temps qu'il faut qu'elles s'investissent au maximum. Je citerai juste un petit exemple. En 97, lorsque je suis arrivée, nous étions très peu de femmes. On s'était toutes regroupées ensemble au niveau de mon parti, le Parti socialiste. Et puis, on s'était dit, les hommes ont les codes, ils savent comment faire pour avoir les postes. Eh bien, nous,
tous les postes, on essaie de se positionner pour être candidat, pour pouvoir nous impliquer à l'Assemblée nationale. Et bien, je ferai aujourd'hui les mêmes conseils aux nouvelles députées, parce que malheureusement, les hommes, ils sont dans des réseaux, bien souvent, ils connaissent le système, ils passent beaucoup de temps à causer entre eux, et nous, on est des fois plus concrètes, et on a peut-être une difficulté à ce niveau-là. Donc, les députés qui arrivent, allez-y, foncez, il n'y a pas de barrière, il faut y aller, et vous réussirez à vous investir très rapidement et positivement. Jean-Baptiste Forêt, enquête sur les meilleurs agents du système. Parlez-nous d'Emmanuel Macron, le nouveau président français. Vous lui consacrez bien entendu plusieurs lignes. Vous parlez de lui comme d'un ovni. Oui, vous parlez aussi de Matthias Fekl. Tout à fait. Il a vraiment surfé sur le rejet des professionnels de la politique, Emmanuel Macron. Il s'est heurté à la fin des années 2000 au pouvoir de nuisance d'un certain nombre d'apparatchiks du Parti socialiste, excusez-moi, qui l'ont empêché d'obtenir une investiture. Et du coup, lui, il reste à ta place. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi une lutte interne entre les énarques et les apparatchiks. C'est pas exactement la même filière. Et Emmanuel Macron incarne plutôt l'excellence républicaine, quand d'autres ont eu des études plus aléatoires. Donc Emmanuel Macron, lui, ne voulait pas suivre le cursus honorum des professionnels de la politique, assistant parlementaire, adjoint au maire, député, ministre. Il a fait voler en éclats une profession qui était quand même assez verrouillée jusqu'à présent, une profession réglementée, pour filer la métaphore avec les taxis. Il a en quelque sorte ubérisé la classe politique. Et dans En française. Marche, il y a des apparatchiks aujourd'hui ? Alors il en reste quand même un certain nombre. En Marche est aussi une entreprise de recyclage des apparatchiks, notamment du Parti socialiste, mais pas seulement. Enfin, je citais l'exemple de Monsieur de Rugy, qui sera peut-être président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu un métier au sens traditionnel du terme. Quelqu'un comme Christophe Castaner, qui est porte-parole du gouvernement, était déjà directeur de cabinet de Tony Dreyfus il y a plus de 20 ans. On voit aussi un certain nombre de jeunes collaborateurs socialistes qui prennent une trajectoire ascendante avec le succès d'Emmanuel Macron. Ils ont tout de suite pris le train En Marche et ils sont devenus députés. Je pense à quelqu'un comme Gabriel Attal, qui est devenu député à 28 ans. Et si le Parti socialiste était resté dans l'état de 2012, il aurait sans doute dû attendre 5 à 10 ans. Merci beaucoup Jean-Baptiste Forêt, La République des apparatchiks, édition Fayard. Merci beaucoup également à vous, Marie-Françoise Clergeau, co-auteure de Libérer Marianne, c'est chez Le Mieux éditeur. Merci à tous les deux. Merci.